Bonjour et bienvenue dans votre podcast Capsule Woman and Life qui donne la parole à toutes les femmes qui nous entourent. Je suis Lucie et je vais explorer avec vous des moments clés de la vie de femme qui pourraient être votre amie, votre voisine ou un membre de votre famille. Chaque épisode est une invitation à découvrir des histoires authentiques et touchantes, des expériences qui façonnent notre quotidien. Famille, maternité, carrière ou lutte personnelle, chaque récit est une capsule de vie qui résonne en nous toutes. Alors écoutez et plongez dans ces parcours inspirants et célébrons ensemble la puissance et la résilience des femmes. Pour ce premier épisode et en ce mois d'octobre rose, j'ai demandé à Valérie de venir nous parler de son combat contre le cancer du sein. Elle va nous raconter son histoire, les moments forts de sa vie de femme et surtout les épreuves qu'elle a dû surmonter ces dernières années. Si on avait dit à Valérie, quand elle était jeune femme, qu'elle devrait affronter plusieurs cancers, l'accident grave de son mari alors que leurs enfants étaient si petits et son décès il y a quelques années, je ne suis pas sûre qu'elle aurait accepté ce projet de vie. Pourtant, elle est là et elle se bat. Valérie va nous expliquer comment et auprès de qui elle a puisé cette force incroyable pour rester debout face à toutes ces épreuves. Ce témoignage est pour toutes celles qui ont gagné, pour celles qui se battent encore, pour celles qui ont perdu et celles qui vont devoir se battre. Attention, dans cet épisode, nous traiterons de sujets sensibles tels que le cancer, les maladies graves et le deuil. Nous vous conseillons de vous mettre dans de bonnes conditions et d'aller à votre rythme pour l'écouter. Bonjour Valérie! Bienvenue dans notre premier podcast de Capsule Woman and Life. Je suis très contente que tu sois avec moi. Est-ce que tu peux te présenter, Valérie? Oui, bonjour Lucie. Alors, je me prénomme Valérie. Mon nom, c'est Achintre. J'ai 59 ans, 2 enfants. Anthony qui a 35 ans et Laura qui a 31 ans. J'étais une secrétaire médicale en radiologie. Je suis veuve depuis le décès de mon mari qui est survenu il y a 3 ans maintenant. Et Valérie, nous on se connaît depuis plus de 10 ans maintenant, grâce à ton mari Yves, que j'ai connu via mon autre travail. Donc Valérie, si tu es là aujourd'hui, c'est surtout pour nous parler de ton combat contre le cancer du sein. Et avant ça, on va reparler un petit peu de ta vie, on va remonter le temps. Et on va repartir de ton enfance et tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours. Donc je crois que tu es née en région parisienne. Oui, je suis née en Seine-et-Marne, à côté de Fontainebleau. Est-ce que tu avais des frères et sœurs? Alors oui, je suis la cadette d'une fratrie de 4 filles. Comment tu as vécu ton enfance? Est-ce que tu as eu une enfance heureuse, un petit peu compliquée? Comment tu la ressens cette enfance? Je pense que j'ai eu une enfance pas très heureuse, entourée d'un papa qui a eu un très grave accident de travail, qui était en fait un accident de la route, qui a été hospitalisé longtemps. Ça a été un sujet très tabou dans notre famille. Et une maman qui s'est vite sentie peut-être débordée par la charge de 4 enfants en bas âge, avec un mari qui a été hospitalisé de longs mois. Il en est resté quand même beaucoup de traces de tout ça et ça a été un peu compliqué cette enfance. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact après pour ta relation avec eux plus tard ou... Non, pas avec papa en tout cas. J'ai toujours eu un papa très distant qui m'a donné très peu d'amour. J'étais la dernière de la fratrie, j'ai toujours eu l'impression d'être un peu la 5e roue du carrosse. C'est comme ça que je l'ai vécu. Par contre, j'étais très très proche de ma maman. Une femme qui était très aimante, mais qui malheureusement, au fil des années, a sombré dans l'alcoolisme. D'accord. Voilà, et ça a été quelque chose de difficile à vivre aussi. Ouais. On était petite. Ouais. Une enfance compliquée alors. Et alors après, donc tu as grandi, tu as rencontré donc ton mari Yves. Alors, nous avons déménagé donc pour ce petit village en Seine-et-Marne. Lui, il était originaire de ce village. On avait des profils un petit peu parallèles. Il est le 4e d'une fratrie de 4 garçons. L'inverse, avec un papa alcoolique et une maman qui était violente et pas très aimante. Et au départ, on est devenus des copains. Des copains en sachant qu'il avait quand même 5 ans de plus que moi, donc nous étions pas forcément dans les mêmes bandes de copains. Et puis un jour, il s'est intéressé un peu plus à moi et voilà, c'est comme ça que notre relation a débuté. Et vous avez vécu rapidement ensemble? Ça a pris du temps? Moi, j'étais plus jeune de 5 ans, donc je voulais quand même terminer
mes études, entre guillemets, parce que j'ai été jusqu'au bac. J'avais envisagé de faire d'autres études, mais les relations conflictuelles avec mes parents à l'époque, le manque d'argent, maman qui sombrait tout doucement, ont fait que j'ai abandonné ce projet, j'ai cherché du travail, et c'est seulement à ce moment-là que j'ai bien voulu me mettre en couple avec lui. On s'est mariés 1 an après une vie en couple pour être certain de notre choix. Ouais. Parce que nous avions tous deux des forts caractères. D'accord. Et alors, est-ce que ce désir d'enfant, parce qu'il y en a eu 2, est-ce que c'était un désir commun? Est-ce que c'était plus toi, plus lui? Est-ce que votre parcours d'enfance a eu une incidence un petit peu sur ce désir de créer votre propre famille? En tout cas pour moi, oui. Mais je pense que pour lui aussi. Oui, il m'a pas dit qu'il n'était pas d'accord à l'époque. Et moi, je voulais vraiment donner la vie et chérir un enfant. Et on a toujours l'impression qu'on va faire un peu mieux que nos parents. Donc, on avait de l'amour à donner. Et on a mis un petit peu de temps. Anthony n'est pas venu tout de suite. Ouais. Il s'est fait attendre. Ça a été un petit peu compliqué. Il a fallu faire quelques examens. Ouais. Et puis, au bout de 12 mois, oui, Anthony est arrivé dans notre vie et ça a été un immense bonheur. Ok. Et Laura, quelques années plus tard. Alors Laura, c'est moi qui ai un petit peu travaillé mon mari au corps pour l'avoir. Lui aurait bien attendu encore un peu, mais bon, 4 ans entre les deux, moi j'ai trouvé que c'était déjà pas mal. Et puis, bon voilà, et nous avons eu Laura. Et donc, Yves, qu'est-ce qu'il faisait comme travail à l'époque? Alors il faut savoir que Yves était maçon quand je l'ai connu. C'était un maçon qui travaillait très très bien, c'était un homme qui était très estimé dans son village. Le 4 janvier 1995, c'est ça. Il va se passer quelque chose qui va changer votre vie, à tous. Oui, et à jamais. Et à jamais. Donc, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, le 4 janvier 95, je me rappelle encore comme si c'était hier. C'était un mercredi, moi j'étais en vacances. Début d'année, souvent je prenais quelques jours. J'avais les enfants à la maison et je devais les laisser à ma sœur le lendemain pour le matin même pour aller faire quelques courses. Et tes enfants avaient quel âge? Alors, Anthony avait presque 5 ans à l'époque. Laura, c'était un bébé de 9 mois. D'accord. Et là, le téléphone sonne. On m'apprend que Yves est dans une ambulance sur un chantier, qu'il a eu un très grave accident et qu'on m'attend. Donc, j'ai tout de suite compris que c'était très grave. J'ai appelé ma sœur en urgence pour qu'elle vienne gérer les enfants chez moi. Je suis arrivée sur ce chantier où effectivement ils attendaient avec l'ambulance que je sois là. J'ai pu le voir, on s'est entretenu quelques instants. Il a très vite compris ce qui lui était arrivé. Il était tombé, en fait, bon ça, il l'avait vécu, donc il s'en rappelait bien. Il est tombé d'un étage qui n'était pas très haut, 4 mètres. Son dos a tapé dans une pierre d'appui. Et sa vertèbre a éclaté. Donc quand il est arrivé en bas, il a tout de suite compris qu'il avait plus de sensation dans ses jambes. Il était encore conscient? Il était conscient. Et quand tu es arrivé, tu as pu lui parler? J'ai pu lui parler, j'ai parlé aux pompiers. Avec sa façon à lui de me présenter les choses, nous devions partir au ski et il m'a dit « Ma chérie, je crois que le ski va falloir annuler. » D'accord. C'était tout lui. Donc voilà, je l'ai suivi jusqu'aux urgences de Nemours. Et après quelques examens qui n'ont pas duré longtemps, l'urgentiste m'a dit qu'il l'emmenait en hélicoptère jusqu'à la Pitié-Salpêtrière, que les choses étaient effectivement graves. D'accord. Voilà. Et alors, est-ce qu'il a été opéré? Est-ce qu'ils ont tenté quelque chose au niveau de sa colonne? Oui. Quand on s'est rendu sur place avec ses frères, directement, on nous a évidemment pas permis de le voir, il était déjà au bloc opératoire. Ils ont tout essayé, alors là, il a eu surtout une compression de la moelle épinière. Et malheureusement, malgré l'intervention rapide des urgences et des chirurgiens, rien n'a pu être fait. Il était touché très très haut en plus, parce que c'était la 4e dorsale qui était touchée. Moi, en étant secrétaire en radiologie, j'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire. Et il est resté, je pense, si je me souviens bien, à peu près 14 heures de bloc. D'accord. Avant d'en sortir, il a fait un coma et j'ai pu le revoir seulement le lendemain en réanimation. Et à la sortie de cette opération, qu'est-ce que te disent les médecins? Est-ce qu'ils ont espoir qu'il remarche? Je ne vois personne.
D'accord. Alors, voilà, c'était déjà comme ça un petit peu à l'époque, à la Pitié-Salpêtrière. Ils sont dans les couloirs, mais on n'arrive pas à avoir de rendez-vous. Donc, aux soins intensifs, enfin en réanimation au départ, on ne donne pas plus de renseignements. Et puis, une fois qu'il a été mis, donc après il a été en soins intensifs, après il a été transféré dans un service d'orthopédie. Et c'est seulement là que qu'on a pu rencontrer le chirurgien et qui m'a expliqué, voilà, le problème qu'il allait rencontrer toute sa vie, c'est-à-dire une vie en fauteuil roulant. Ouais, donc là, vous saviez qu'il y avait aucun espoir qu'il Oui. remarche. Oui, Ok. on le savait. Oui. D'accord. Oui, on le savait. Il le savait déjà lui depuis 3-4 jours, parce que quand il avait tout de suite compris qu'il avait plus du tout de sensation dans les jambes, on l'avait plus ou moins compris, mais on n'avait pas mis de mots dessus encore. Bon, là, ça y est, c'était fait. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu te dis tout de suite, je vais y arriver, on va rester ensemble et on va combattre tout ça? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as des doutes? Bizarrement, il y a eu une erreur de patient à l'hôpital. Et là, je le quitte un soir et j'arrive à la maison, il m'appelle et voilà, on n'avait pas les portables encore à l'époque, C'était encore les téléphones fixes. Et il en pleure et il me dit qu'un médecin est passé le voir et que il lui a plus ou moins fait comprendre qu'il allait être tétraplégique. Et puis finalement, une infirmière qui le voit comme ça et n'étant pas habituée à voir Yves dans cet état, lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur Achintre ? Vous êtes désespéré, mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Il explique son cas et effectivement, il découvre que le médecin qui s'est adressé à lui s'est trompé de patient. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant. Donc le bon médecin arrive. Finalement, il lui réexplique le diagnostic de paraplégie. Et ben on était presque heureux que ce soit de la paraplégie. Ouais. Bon, moi, quand il m'avait dit la tétraplégie, je lui avais dit, je vais m'occuper de toi. Il m'avait dit, mais t'imagines? Bah, j'ai dit, oui, mais je m'occuperai de toi. Donc, quand on nous a annoncé la paraplégie, je me suis dit, ça va être un peu plus supportable. Voilà. Et est-ce qu'à un moment, il t'a dit, non, je pourrais pas, laisse-moi, vis ta vie, Ouais. Alors, ça a été très compliqué pour lui. D'abord, il voulait pas voir ses enfants. Voilà. Ça, il a fallu discuter avec lui. Il les a vus que quand il a été en centre de rééducation, que il y a eu ça déjà, cette difficulté à affronter ses enfants, à se reprojeter dans une vie. C'est seulement après, quand on s'est installé, qu'il est revenu vivre à la maison. Bon, j'avais déménagé pour prendre un appartement en rez-de-chaussée pour qu'il puisse, après sa rééducation, revenir. Donc, il s'était passé bien plus de 6 mois. Ouais. Et là, ça a été dur. On a vraiment affronté les difficultés à ce moment-là, pas quand il a été en rééducation. C'est se reprojeter dans sa vie de couple, dans sa vie de famille. C'était du concret, là. Ouais. Là, c'était du concret. Ouais. Et là, ça a été dur. Il fallait qu'on s'habitue tous les deux à cette nouvelle vie. Moi, un mari qui était maintenant plus tout à fait le même, ni physiquement ni moralement. Hein. Il était changé, même si au fond, je retrouvais son caractère. Et moi, j'étais quand même quelqu'un de très fragile, enfin très sensible plutôt. Et parfois, quand j'allais le voir à l'hôpital, je pleurais, c'est lui qui me réconfortait. C'était plutôt dans ce sens-là. Et puis, écoute, on essaye, et puis un jour, il me dit, je pense qu'il faudrait qu'on divorce, je te rends ta liberté, ça sera pas possible, tu mérites pas ça. Alors là, je m'attendais pas du tout à ça. Ça a été une soirée compliquée. Et puis moi, j'ai dit non, je comprends pas. Je dis moi, ce que je veux, c'est élever mes enfants avec toi. C'est ça que je voulais et que je veux encore. Donc, on va tenir bon tous les deux. Je vais rester à tes côtés et on va élever nos mômes. Et voilà, c'est un contrat qu'on a passé et qu'on a quand même pas mal réussi. C'est clair. Et donc, quand tu parles vie de couple, il y a aussi la sexualité, je pense. Est-ce que ça a été modifié pour vous? Alors, la vie intime, elle est modifiée. Ouais. Oui, bien sûr, parce que il était touché très haut, il n'y avait pas l'usage de ses jambes.
Bon, ça restait quand même un très bel homme, hein. Donc j'étais toujours très très attirée par lui. Alors en fait, on réinvente une sexualité. Complètement. On l'adapte. On l'adapte, on s'aime, donc on a envie. On a envie que ça fonctionne, on a envie, on a des corps tous les deux, on est encore de la sensibilité, et on y arrive très bien. Super. Votre vie continue sur Paris, et donc, quelques années plus tard, vous décidez de déménager en Charente-Maritime. Voilà. Et un des obstacles, c'est la vie en Seine-et-Marne n'est pas tellement faite pour les fauteuils roulants, faut remettre ça dans les années 90. Les trottoirs sont pas du tout adaptés, sont pas aux normes, sont trop petits, sont penchés, et on était venus à Royan en vacances, et c'est vrai qu'ici tout est plus vaste. Les gens ne s'en rendent pas peut-être compte, mais les trottoirs sont grands, larges, donc on a décidé de venir s'installer ici. Tu vas traverser une première épreuve. Je sais pas combien de temps après votre installation. À peine 6 mois. Qu'est-ce que tu as eu, des symptômes? J'avais des symptômes très bizarres. Quand je dormais la nuit, j'avais une douleur dans l'oreille droite. Et puis j'étais plus ou moins fatiguée, j'avais des petits problèmes musculaires, enfin j'étais pas au top de ma forme, bon. Mais j'ai un instinct. Donc je me dis, il y a quelque chose qui cloche. Et comme je suis déjà dans la radiologie, encore dans la radiologie plutôt, je demande à un de mes patrons de me faire un examen. Ouais. Il me fait une échographie, et là on découvre un énorme ganglion. Ouais. On demande un rendez-vous à Poitiers rapidement, et on me fait une chirurgie à Pasteur. Et qu'est-ce qui revient en résultat? C'est une maladie de Hodgkin de grade 3. Donc c'est un cancer du système lymphatique. Donc je pars à Poitiers en hématologie. Voilà, j'encaisse des chimios régulièrement toutes les 3 semaines, c'est éprouvante quand même. En tant que maman, en tant qu'épouse, c'est compliqué? Bien sûr. Qui s'occupe des enfants? Est-ce que Yves gère? Alors Yves gère très bien. Ouais. Oui. Il est très volontaire, il se débrouille de tout, il emmène les enfants à l'école. Et moi, de mon côté, pas d'indemnité journalière, puisque pas de prévoyance, il faut 1 an de travail pour avoir une prévoyance. Ouais. Donc je décide de continuer à travailler. On adapte mon planning en fonction de mes chimios. Je fais mes chimios en fin de semaine pour pouvoir me reposer le week-end. Et le lundi, je retourne au boulot. Ouais. Voilà. Gros programme. Gros programme. Après, il y a la radiothérapie. Je fais ma radiothérapie, je vais au boulot le matin, si je me souviens bien c'était ça, et l'après-midi je vais en radiothérapie. Voilà. Donc un planning très chargé. Très chargé. Plus le reste. Et maman est très fatiguée. Oui. Voilà. Et est-ce que tu t'accroches? Il y a des moments où c'est très dur, ou voilà, t'es toujours portée par... je suis portée, par cette lutte. Je suis portée, je fais du roller avec mes enfants, quand j'ai envie de vomir, mon mari me dit, allez viens, on va faire un tour, tu vomiras plus tard, et en fait, Oui, vous êtes toujours dans ce truc, aller de l'avant, on continue, on baisse pas les bras. On s'occupe des enfants, on va de l'avant, c'était notre priorité. Ouais. Donc, on continue. Notre schéma de vie, c'est les enfants en premier. Et puis, on est reparti dans les projets. Et ton activité, tu reprends ton plein temps, ou est-ce que tu restes à mi-temps? Non, très rapidement, 2 mois après, à peine avoir fini, même pas, je crois peut-être même 1 mois après avoir fini les rayons, je reprends mon emploi à plein temps. Ok. Voilà. Et donc, la vie continue. Et puis, tu vas développer une autre pathologie. Oui. Un petit peu plus complexe. Alors, c'est plus complexe, oui. Alors, le diagnostic a été compliqué à établir, j'ai souffert pendant plusieurs mois, mais on n'arrivait pas à trouver. Donc, la première chose, c'est que j'avais toujours l'impression d'avoir besoin de déglutir et d'avoir comme une rhinorrhée postérieure. On n'a pas réussi à soigner. Et puis, les mois avançant, j'ai eu d'autres symptômes qui sont venus, donc des fausses routes à répétition, de la fatigue, et jusqu'au jour où je perds la voix, je peux plus parler. J'arrive à mon travail, 30 minutes après, il n'y a plus... il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son, il faut que je force. Je suis essoufflée, on pense à des allergies, je vois un médecin, il me dit non, c'est pas ça. Et puis, la fatigue s'intensifie, j'ai du mal à faire certains actes.
Et donc, je demande à être hospitalisée à Poitiers, puisqu'ils m'ont sorti de la première histoire. Je me dis que s'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose pour moi, ça va être eux. On me cherche, et puis finalement, on me fait ce qu'on appelle un électromyogramme à la fibre unique. Ce sont des petites aiguilles qu'on met dans les sourcils. Et là, effectivement, ça donne quelque chose. Et le neurologue me dit, c'est le seul moyen de diagnostiquer à coup sûr la myasthénie auto-immune, qui est une maladie rare, qui touche environ 3000 personnes en France. Donc la myasthénie auto-immune, donc c'est une maladie auto-immune qui affecte du coup la communication entre les nerfs et les muscles. C'est ça. Voilà, et elle peut se manifester donc par des faiblesses musculaires qui peuvent s'aggraver à l'activité au repos. Et souvent, donc c'est ce que tu as eu, ces difficultés à parler, à avaler, à lever les bras, problème de vue. C'est ça. Et donc le traitement, donc tu as été traité pour cette myasthénie? Alors j'ai un traitement encore actuellement. Ouais. Le problème de cette maladie, il y a très peu de décès, mais la peur qu'on peut avoir, et c'est ce que les médecins craignaient pour moi, c'est que les poumons arrêtent de fonctionner. Ouais. Et là, c'est la trachéo. Et donc là, tu n'as pas fait de poussée de ta myasthénie depuis combien de temps? Alors ça a duré, les poussées, ça a duré 2 bonnes années. Ouais. Alors je faisais en traitement de fond des immunoglobulines. Oui. Et donc c'est là que tu es passé à mi-temps thérapeutique au niveau de ton travail? Oui. À ce partir Alors de ce moment-là? assez rapidement, puisque j'étais très fatiguée et que je voulais pas rester en arrêt de travail, on m'a mis en mi-temps thérapeutique avec l'accord de mes patrons. Alors j'avais carte blanche, hein. Si j'arrivais au travail, que je commençais à me dire je suis fatiguée, la voix commençait à fléchir, on me disait pas d'effort, tu rentres chez toi. Mais malgré tout... ça rattrapait quoi. Ça me rattrapait à chaque fois. Ouais, la fatigue prenait le dessus. Le stress et la fatigue. Le stress, il fait beaucoup aussi. Et c'est dur de rester à la maison au début, je pense surtout. Oui, c'est très dur. C'est très dur quand on aime son boulot, qu'on a travaillé comme ça tout le temps, que en fait on fait en plus un métier où on a beaucoup de relations sociales. Oui. On voit des gens. Tu as la relation avec les patients. Les patients, mes collègues, mes patrons. Et puis là on me dit, maintenant vous allez rester chez vous. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Voilà. Le grand questionnement. Oui. Alors mon mari me disait, je m'y suis habituée, tu t'y habitueras aussi. Oui. C'est ça. Il avait une expérience déjà. Il avait une expérience parce que lui, il avait voulu retravailler. Hein. Oui. Mais malheureusement, les portes lui ont été fermées au nez régulièrement. Donc oui, je pense qu'il a fallu reprendre d'autres habitudes. C'est ça. Alors, et puis d'avoir son mari toute la journée. Oui, bon, on s'entend bien. Donc ça va à ce niveau-là. Il a ses activités à lui. Ouais. Moi, je me suis dit, il va falloir que je me trouve mes activités, que ce soit pas non plus... l'un sur l'autre tout le temps. Tes enfants en sont où à ce moment-là? Est-ce qu'ils sont grands? Alors Anthony travaille. Anthony a un travail, du travail. Et Laura, à l'époque, je crois qu'elle est étudiante encore. Hein. C'est vrai qu'il m'a fallu un petit peu de temps. Je crois qu'il m'a fallu à peu près 1 an. Pour accepter, parce que j'étais jeune aussi, hein, on met ça dans le contexte de l'âge. À 52 ans, on s'imagine pas, et puis moi je m'imaginais pas un jour arrêter de travailler. Ouais. Donc comme un peu tout le monde, on se sent inutile dans la société, on se dit je suis plus bonne à rien, je n'ai que 52 ans, mais voilà, je vois plus personne, il faut se reconstruire encore une vie. Ouais, c'est ça. C'est encore un nouveau départ. Voilà. Tu en as fait des nouveaux départs. J'en ai fait un paquet, oui c'est vrai. C'est vrai. Alors Valérie, on est donc en 2021 et là donc le cancer du sein va faire une petite éruption dans ta vie. Alors raconte-nous comment tu as découvert ce cancer du sein. Alors en me couchant un soir, j'ai palpé sous l'aisselle droite une petite boule. Et alors tu as quel âge à ce moment-là? Alors en 2021, j'ai 55 ans. Alors, j'avais fait ma mammo de dépistage. Oui, tu fais partie de l'âge du dépistage. Voilà, 6 mois avant. Je sollicite un de mes patrons, anciens patrons, pour un examen. Il fait une échographie. Il voit rien de particulier. Il me dit, Valérie, on fera un contrôle dans 1 mois. J'ai rien détecté. Il regarde ma mammographie d'il y a 6 mois. Enfin bon,
Donc, on se redonne rendez-vous 1 mois après. Et puis, là, il voit un petit truc qui chiffonne un petit peu, mais pas plus que ça. On décide de faire une biopsie. Voilà. Et entre-temps, toi, tu avais trouvé que ce que tu avais senti avait grossi? Non, ou, pas du non, ça n'avait pas bougé quand tu touchais. D'accord. Non, pas du tout bougé. Et puis, donc, on fait cette fameuse biopsie qui prend quelques cellules dans la lésion qu'on a repérée, et puis on envoie à l'anapathe pour savoir ce qu'il en est. Et là, ça revient positif. D'accord. Donc, voilà, mon patron m'appelle en me disant, bon, malheureusement, Valérie, c'est positif, donc là, il faut qu'on agisse. Donc, on a fait une IRM. Et là, c'est le coup de massue, par contre, parce que on m'annonce qu'il y en a un deuxième. Le premier qui a été biopsié. Et à côté, j'ai une lésion qui est assez importante. Pas repérable à la palpation, parce que c'est... Alors, quand tu dis à côté, c'est sur l'autre sein ou c'est sur le même sein? Non, toujours sur le même sein, mais j'ai 2 lésions, l'une à côté de l'autre, donc qui est plus importante, qui est pas palpable. Bon, là, je comprends tout de suite ce qui va m'arriver, c'est-à-dire qu'avec 2 lésions comme ça dans le sein, dont une qui était très importante, bon, j'avais compris que j'allais certainement subir une mastectomie. Alors, on rappelle, une mastectomie, c'est l'ablation totale du sein. Donc là, voilà, je prends rendez-vous avec un chirurgien à La Rochelle. On est en période Covid, je perds un peu de temps, mon chirurgien tombe malade, les rendez-vous sont annulés. Je vois une de ses collègues 15 jours, 3 semaines après le premier rendez-vous qui était prévu. Donc, je suis pas tellement rassurée parce que... Ça fait long quand on attend. Ça fait long, surtout quand, voilà, on a plus... Pour l'instant, on m'a pas encore expliqué qu'il était très agressif, mais je vais le savoir bientôt. Et puis, on passe donc mon dossier en commission pluridisciplinaire, c'est comme ça que ça fonctionne. On appelle ça une RCP, oui. C'est là où se réunissent l'ensemble des médecins, les radiothérapeutes, les chirurgiens, pour savoir en fonction du résultat de l'anapathe, là où on identifie la catégorie du cancer, quel traitement est le plus approprié en fait. J'aurai une chimiothérapie et je serai prise en charge par l'hôpital de Saintes. Et après cette chimiothérapie, qu'on appelle une néoadjuvante, il y aura certainement effectivement cette fameuse mastectomie du sein droit. Et que malheureusement, parce que ça je pense que c'est peut-être une petite perte de chance pour moi, je ne pourrai pas bénéficier de radiothérapie, puisque j'ai une grosse radiothérapie quand j'ai fait mon Hodgkin, et qu'une grosse radiothérapie, on n'en a qu'une dans une vie. Voilà. Donc, je demande à ma chirurgienne, puisque je sais maintenant que c'est un cancer très agressif, qui a des risques de récidive, je lui demande de me retirer le deuxième sein, c'est-à-dire le sein gauche. Et alors, pourquoi tu fais cette demande? Parce que tu t'es renseigné? Tu sais qu'il y a un risque? Alors, je sais qu'il y a un risque de récidive, ça peut être n'importe où. Mais souvent ça arrive dans le deuxième sein, de ce que je sais. En plus, je suis très difficile à soigner, puisque j'ai déjà eu des traitements lourds. Une myasthénie auto-immune qui ne permet pas des interventions trop compliquées, en tout cas avec des anesthésies trop compliquées. Un état de fatigabilité qui aurait pu me rattraper aussi. Et moi je me dis, j'ai déjà un organisme qui a déjà pas mal morflé, et que si je pouvais mettre un petit peu de chance de mon côté, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis j'ai une vision très personnelle du truc. Je me voyais pas avec un sein et sans l'autre, je sais pas comment dire. Je me serais sentie déséquilibrée aussi. Est-ce que c'est une décision, tu en fais part à Yves? Est-ce que tu lui demandes son avis? Est-ce qu'il te laisse complètement Alors je gérer? lui en fais part. On va consulter à chaque fois ensemble. C'est mon corps. Lui, ça ne le dérange pas. D'accord. Voilà, il m'a dit, je t'aimerais toujours, même avec 2 seins en moins, ça ne changera rien. Donc voilà, il me laisse choisir. J'en parle à mon fils, qui est un homme maintenant, ma fille aussi. Bon.
Et puis on me dit, écoute, tu verras bien, si c'est ta décision, fais-le, et puis après tu verras, tu auras peut-être d'autres solutions qui viendront. Ouais. Voilà. Donc d'abord, tu commences par la chimiothérapie, pardon. Alors, avant l'opération. vois la cancérologue à Saintes, je commence la chimiothérapie, je change de chirurgienne, parce que elle n'a pas voulu, effectivement, la première aller dans mon sens. Elle me disait que c'était pas quelque chose qu'elle pratiquait, et que, je pouvais aller me faire opérer aussi ailleurs si je voulais, donc je vois une autre chirurgienne. Et je lui demande ça, et elle me dit, je vais vous le faire, madame. D'accord. Je comprends vos arguments, je vais vous le faire. Voilà, donc on attaque la chimiothérapie, c'est une grosse chimiothérapie. Ce produit-là, le premier, me rend très très malade. Je suis très fatiguée, je perds mes cheveux, voilà. Et après, donc il y avait deuxième protocole derrière ce premier protocole qui était compliqué. Le deuxième était plus supportable. J'allais toutes les semaines, mes cheveux ont commencé à repousser. Et on va revenir un petit peu sur la chimio. Est-ce que la perte de tes cheveux, pour toi, ça a été quelque chose de difficile ? Non. J'aurais préféré les garder, mais c'est quelque chose que je vivais naturellement. Je sortais comme ça. Oui, c'était pas un énorme complexe pour toi. Non, pas du tout. Quelque chose. Voilà, j'avais froid. On a froid quand on n'a pas de cheveux. Voilà, j'ai essayé les bonnets en coton, les trucs et les machins, donc de temps en temps je mettais quand j'avais froid, mais sinon je sortais, voilà, j'ai un cancer, j'ai pas de cheveux, et c'est comme ça, voilà. Très bien. C'était toujours mon confort avant le regard des autres, j'avoue que je m'en fiche un peu. Ouais, c'est bien, c'est une belle force. Et donc cette opération se fait à Saintes, à l'hôpital de Saintes. Elle se fait à Saintes, donc dans des conditions un petit peu particulières, parce qu'au départ on m'avait parlé d'ambulatoire, mais ayant une myasthénie auto-immune, on me met en soins continus. Voilà. En surveillance. En surveillance, afin d'être sûr de ne pas décompenser et d'avoir des soucis, voilà. Et je reste hospitalisée 3 jours. Et je sors. Et donc, quand tu rentres à la maison, donc tu vas faire les soins. Et est-ce que tout de suite tu arrives à regarder ou pas tes cicatrices ? Ou c'est difficile ? Non, je regarde, je crois. Je crois que la première fois j'ai demandé à l'infirmière, je sais plus laquelle c'était, si je pouvais regarder. Je me rappelle que pendant les pansements, Yves était dans son lit à côté, puisque lui, à l'époque, souffrait d'un escarre compliqué. Il était obligé de s'allonger souvent. Je me rappelle qu'il a regardé, il a été courageux, enfin il était là, il m'a regardé, et ça m'a fait du bien aussi, ce regard. Oui. Il n'a pas tourné la tête. C'était pas un regard effrayé ou de dégoût Non. T'as senti, c'était le regard où te dire je suis là et... Je suis là, je regarde, ils sont plus là, mais moi, je te regarde encore. Ouais. Et ça m'a fait du bien. Ouais. Quand j'ai perdu mes cheveux, il a fait un acte d'amour qui est très fort, parce que j'en mettais un peu partout. Je lui dis, écoute, là, ça commence à bien faire, maintenant, ça vole dans tous les sens, et c'est lui qui m'a rasé la tête. Voilà, on a toujours été main dans la main. Voilà. Et encore là, il est là. Il est présent. Et est-ce que, par rapport à cette mastectomie, est-ce qu'on t'a parlé de reconstruction ? Parce que c'est possible de faire des reconstructions, même pendant les opérations maintenant, ce qu'on appelle des reconstructions immédiates. Est-ce qu'on t'en a parlé ou on t'a dit que ce serait compliqué ou... Non, j'en ai parlé avec ma chirurgienne, mais dans le sens où je lui ai dit que je ne voulais rien. D'accord. C'était clair dans ma tête, tout de suite. Ouais. Je ne veux pas de reconstruction, je ne veux pas de prothèse mammaire, je veux rien du tout. Voilà. Il y aura plus de ça, ça sera comme ça. Alors justement, mon fils m'avait dit, maman, ferme pas toutes les portes, tu verras, ça se trouve dans 2 ans tu regretteras, et puis tu voudras qu'on... Voilà. Tu voudras peut-être des prothèses, ou... J'ai dit, peut-être, c'est vrai, avec les imbéciles qui changent pas d'avis, mais moi à l'époque, c'était comme ça. Et c'était pourquoi tu n'as pas voulu ? Est-ce que c'est parce que tu assumais... ta maladie, j'assumais complètement. Je pense qu'avoir vécu avec un homme en fauteuil roulant,
où quand même on nous regarde, on nous a regardé dans les années 90, on nous regardait avec insistance. Ce regard des gens aussi, peut-être que ça m'a fait voir des choses différemment, mais j'avais décidé d'assumer, et j'avais décidé, comme je suis très difficile à opérer, j'ai des problèmes veineux, Oui, à chaque fois, c'est un risque supplémentaire. C'était un risque supplémentaire, des souffrances supplémentaires. Je pense que dans ma vie, j'en avais déjà eu. Je m'étais dit, il sera quand même plus facile pour moi d'accepter la femme que je vais devenir que de resubir des opérations compliquées et risquées encore, je ne sais quoi. Donc non, je me suis dit, il vaut mieux que je fasse comme ça. Ok. Oui, ça a été une décision qui a été très claire dès le départ. Oui, quoi. Ouais. Et je l'ai toujours assumé, en fait. C'était clair dans ma tête, donc j'ai jamais eu vraiment de problème avec ça. Je me montrais nue devant mon mari, je me regardais nue dans le miroir, je m'habillais. Alors, la seule chose que j'ai faite un petit peu au début, c'est que on a le droit à des prothèses en silicone. Et j'avoue quand même que les vêtements féminins sont pas taillés pour les femmes qui sont très plates. Parce que je suis quand même maintenant très plate. C'est comme ça. Mais même il y a des femmes qui sont très plates et puis qui ont des petits seins. Voilà. Donc au début, c'était un peu ça qui me gênait quand même. Je trouvais qu'il y avait quand même un petit déséquilibre dans la silhouette. Donc j'avais tendance à mettre un petit peu ces prothèses dans des soutiens-gorge où je pouvais les glisser dedans. C'est pas très confortable, c'est lourd les prothèses en silicone. C'est lourd, l'été c'est lourd, c'est chaud. Et puis au fil du temps, j'ai laissé tomber. Ok. Voilà. Ça marche. Et donc, tu as terminé ces traitements, les opérations. Et là, on te dit, on se fait une surveillance? Oui. Tous les 3 mois? Tous les 3 mois, je vois ou la cancérologue ou la gynéco. D'accord. Voilà. En alternance. Ok. Je fais une petite échographie de contrôle des parois, comme on dit, puisqu'il n'y a plus de sein. Et on fait des prises de sang avec des marqueurs tumoraux. Ouais, on surveille. On surveille. Et comment tu te sens? Tu remontes la pente? Tu sens que ton corps... Ou... Ouais, tu sens que non, je remonte très vite la pente, après la chirurgie, les chimios. Mes cheveux repoussent, je suis toute frisée, tout le monde trouve ça formidable. Un petit mouton. Un petit mouton, tout le monde trouve ça très sympa, ça me change un peu. Et puis je reste positive, j'ai réussi à battre la bête, j'espère, mais en tout cas, gagner un combat. Et je suis sortie des chimios, je peux remanger normalement, c'était un peu long quand même. On va faire un petit rappel pour le cancer du sein. Donc pour rappel, c'est un cancer en général. C'est une maladie où les cellules malignes se forment et vont s'installer dans les tissus. Donc là, vont s'installer dans le tissu du sein. Voilà, il existe plusieurs types de cancer du sein. Et donc, on surveille les symptômes. Donc ça peut être une malformation du sein, une bosse, un écoulement, le mamelon qui modifie, voilà. Il faut toujours être interpellé par ce genre de signe. On peut faire le diagnostic via la mammographie, l'échographie ou la biopsie. À savoir qu'à partir de 50 ans, on recommande aux femmes de faire une mammo tous les 1 à 2 ans. Voilà. Mais il faut toujours être, c'est ce que tu disais, toujours être à l'affût de son corps. On met beaucoup le point sur, en ce mois d'octobre rose sur l'autopalpation. Et c'est vrai que c'est quelque chose à faire. Et puis quand on a un doute, il faut en parler. Il faut voir rapidement un médecin et voilà, il faut pas laisser traîner les choses. Comme tu as fait. Voilà Valérie. Et donc tu sors de ce cancer du sein. Donc là, nous sommes en 2022, au mois de novembre. Et là, il va se passer quelque chose de dramatique pour toi. Raconte-nous cette journée. Alors, c'est un week-end. Ça fait 4 mois que j'ai subi ma mastectomie, que je reprends ma vie, je reprends des activités physiques, un peu sportives. Je me sens bien. Et un dimanche soir, mon mari me fait un malaise. J'appelle les pompiers, ils arrivent avec le SAMU, urgentiste. Alors quand tu dis il fait un malaise, c'est quoi? Il se sent pas bien? Oui. Alors en fait, il se plaint d'un problème de digestion. D'accord. Voilà. Il me dit, j'ai pas digéré. Et puis, il s'était déjà plaint 3 semaines avant de ne pas avoir digéré quelque chose. Bon.
Je fais pas la corrélation entre les deux, c'est après seulement que j'ai compris. Et là, bon, il est pas en forme, il a envie de vomir, bref, il va dans la salle de bain, et puis il me dit, bon, je vais m'allonger, parce que vraiment, je suis pas bien. Et là, quand il s'allonge, il m'inquiète. Donc, je décide d'appeler les pompiers, qui viennent, avec Anthony, donc notre fils, on essaye de l'aider, il a envie de vomir, on essaye de l'aider, on le redresse, je vous rappelle qu'il est paraplégique, et que c'est pas facile, et il arrive à vomir. Les pompiers arrivent, et je fais part à l'urgentiste qu'il avait donc, au tout début, quand j'ai fait ma chimiothérapie, il avait eu un petit problème musculaire à la cuisse, à la suite duquel on avait vu un cardiologue, fait un examen à Sainte, un test d'effort sous échographie, puisqu'il ne peut pas pédaler, et qu'il a fait un infarctus pendant l'examen. Donc on lui avait posé des stents, il était rentré à la maison. Donc je signale ce cas. Oui, donc il y avait déjà des antécédents cardiovasculaires. Voilà. Chez une personne quand même affaiblie par cet escarre qui était très difficile à soigner, infecté, qui lui pompait beaucoup d'énergie. Bon, à l'hôpital, il m'appelle sur les coups de 21h, il me dit j'ai visiblement pas grand-chose, une baisse de tension, viens me chercher. On va le chercher avec Anthony, tous les deux. Il est très fatigué, il demande à se coucher, il voulait même faire sa toilette. Je dis écoute, oublie la toilette, on verra ça demain. Va t'allonger, repose-toi, voilà. Et puis je le laisse tranquille. Bon, il faut dire qu'à l'époque, moi je suis encore dans des troubles suite à mes chimios et mon opération. J'ai encore la poitrine qui tire, ça tire très longtemps. La mastectomie. Et Yves, avec ses problèmes d'escarre, dort sur un matelas électrique qui perturbe un peu aussi mon repos. Donc je dors dans la chambre de ma fille. Et donc je lui donne télécommande, téléphone, je lui dis bonsoir comme d'habitude, on s'embrasse. Et je le laisse tranquille. Je fais confiance. Et le lendemain, j'avais ma prise de sang justement pour le bilan de mon cancer. Et Yves était quelqu'un de très énergique. Ses infirmières venaient le matin pour ses soins anti-escarres. Il aimait bien que la chambre soit aérée, propre. Bon, je me lève, je vois de la lumière sous la porte de la chambre. Je me dis, il est déjà prêt, je vais aller lui donner un petit coup de main, parce que comme il était fatigué hier. Et en fait, je le trouve allongé dans la salle de bain, et par terre, bien sûr. Et il est mort. Voilà. Je réalise pas tout de suite. Il a un visage très calme, et puis j'ai cru qu'il venait de tomber. Ça lui arrivait, c'est déjà arrivé avec le fauteuil de se casser la figure, hein. C'était pas tous les jours non plus, mais ça pouvait arriver. Donc j'ai cru qu'il était tombé. Donc je lui parle, je lui dis qu'est-ce que t'as fait? T'es tombé, et je me précipite sur lui, et quand je le touche, je comprends que il est mort, et ce depuis plusieurs heures. Certainement. Et est-ce que tu appelles les secours quand même? Après, en fait, j'appelle mon fils Ton fils est là, c'est le matin, il est là? Le matin, il n'est pas parti au boulot, c'est un lundi. En fait, j'ai appelé Anthony en même temps que j'ai vu Yves. Donc j'ai dit, Anthony, ton père est tombé, et je me précipite sur Yves, et puis quand Anthony arrive, je hurle, je dis, il est mort, c'est pas possible, il est mort. Bon, je sais pas ce qui se passe. Et il y a récemment, j'en avais parlé à quelqu'un, et j'ai dit, si j'avais été au bord d'une falaise, je crois que j'aurais sauté. La première fois de ma vie, je crois que j'aurais lâché l'affaire. Tellement c'est violent, quand on comprend qu'il n'y aura plus de mots, qu'il n'y aura plus de regard, qu'il n'y aura plus l'homme avec qui vous avez vécu toute votre vie, plus un message, plus un... Ça y est, c'est fini, il ne me parlera plus, il ne me dira plus qu'il m'aime. En fait, c'était ça, quoi. Il ne me parlera plus, c'est fini, je n'entendrai plus sa voix. Ça tourne en boucle dans ma tête, je hurle. Ma fille me dira plus tard que quand Anthony l'a appelé pour l'avertir, elle m'a dit, tu hurlais dans le jardin, quoi. Elle m'a dit, mais je... Tu te rappelles de tout ça? Non, pas tout. Non, je me rappelle pas de tout, non. C'était une immense détresse. Une immense détresse. Ça, c'est quelque chose que j'envisageais pas. Avec mon fils, je disais, c'est pas comme ça que c'était prévu. C'est pas comme ça. Mais il faut quand même que je dise que Yves, on en avait parlé tous les deux la veille.
Je ne sais pas pourquoi ce sujet est arrivé sur la table, au petit déjeuner, comme ça. Et il m'a dit, la première fois, je suis revenu pour toi et les enfants, mais j'ai pas peur de mourir et quand la mort va arriver, je vais partir. Je ne reviendrai pas. Comme Et une ça, c'était la veille. prémonition, et ça c'était le samedi matin, et dans la nuit du dimanche au lundi, il est parti. Voilà. Ouais. Je l'avais retrouvé dans les albums photos 15 jours avant. C'est des caisses qui sont hyper lourdes à sortir du placard. Je lui ai demandé ce qu'il faisait quand je suis rentrée. Il m'a dit, je cherche quelque chose. Je crois il emmagasinait ses petites informations, ses souvenirs. Je pense que dans sa tête c'était clair. Je crois qu'il en avait marre. Lui, il en avait marre. Je pense qu'il avait plus ou moins compris que cet escar compliqué qui durait depuis 1 an et qui lui bouffait sa vie, il avait vraiment l'impression qu'il s'en sortirait pas cette fois-ci, qu'il allait être certainement voué aux soins quotidiens, voire un alitement perpétuel. Il voulait pas de ça pour moi. Il savait que j'étais... Yves avait quel âge quand il est parti? 61 ans. 61 ans. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe après? Ta fille vous rejoint? Alors j'ai des voisins qui vont chercher ma fille qui est à Mont-de-Marsan à l'époque, qui elle réalise pas du tout. Elle est pas là, elle a pas vu son père des... Et puis, après tout va très vite, comme n'importe quel décès. Alors ce que j'ai fait quand même, c'est que j'ai appelé les pompiers parce que j'étais dans un état de panique atroce. Et donc ils ont été gentils, ils m'ont envoyé des ambulanciers, quand même. On m'a pas laissé seule, parce que le médecin ne pouvait venir qu'à midi constater le décès. Et ils l'ont ramassé, ils l'ont mis dans le lit. Voilà, Est-ce que tu as été en colère contre l'hôpital? Bien sûr. Ouais. En colère, oui, parce que pour moi, il y a eu négligence. Alors, j'ai fait un courrier et on m'a expliqué que l'infarctus n'avait pas été détecté. Alors ça, je veux bien l'entendre. Mais il y avait antécédent d'infarctus. Il était très fatigué. Et c'était un paraplégique. Alors peut-être qu'on aurait pu... attendre un peu, le garder. Ouais. Il serait peut-être mort à l'hôpital sur le lit tout seul dans une chambre, alors que là, il est mort chez lui, en quelques secondes. Je suis fataliste, des fois, je me dis qu'il valait peut-être mieux que ce soit comme ça, finalement. Et les jours d'après, du coup, tu es rejoint par ta famille, tes amis? Alors, j'ai mes amis qui arrivent, tout va très vite. On me propose, évidemment, il faut choisir... ce qu'il faut choisir dans ces cas-là avec les enfants, le type d'obsèque que l'on veut, et puis prévenir tout le monde, voilà, donc toute la journée. Et là, à ce moment-là, t'as la tête dans le guidon ou non, moi je fais rien tu du gères tout, rien? Ah non, moi je gère rien. Tu es trop effondré là. Ah oui, moi je peux plus. Ouais. J'ai le cerveau qui est à l'arrêt. Qui est à l'arrêt. Je peux plus rien faire, c'est les enfants qui gèrent. Anthony prend son rôle d'aîné, il appelle tout le monde, Laura aide. Je suis complètement dans mon truc. Tu réalises ou tu réalises pas? Ah oui, je réalise que c'est fini. Ouais. Non, là c'est une douleur, mais c'est violent. On ne dort pas. Mon fils à moitié, est traumatisé parce que c'était novembre, il faisait froid cette année-là, et quand je l'ai appelé, il s'est levé, il est sorti de sa chambre dans le froid. Et il n'arrivait plus à dormir dans sa chambre. Il a dormi dans le salon pendant je ne sais combien de temps, avec la cheminée allumée, parce qu'il ne voulait plus mettre un pied. Il gardait en mémoire ce froid. Ce froid. Ouais. Alors moi, ça a été différent. Ma réaction était différente, c'est que j'ai voulu réintégrer ma chambre tout de suite. Par contre, j'ai jeté tout ce qui était attrait à ces dernières semaines de souffrance. Oui. Voilà. J'ai donné tout ce qu'il y avait comme matériel médical, parce que la chambre en était pleine aussi. Voilà, j'ai jeté les draps. Par contre, je me suis recouchée là où on a posé son corps. Ça me dérangeait pas. Et longtemps, j'ai parlé à mon mari, et quand je fais parler à mon mari, je m'assois sur les toilettes. Voilà, ça paraît bizarre. Là où il est parti. Là où il est parti. Tu as mis plusieurs mois, plusieurs semaines avant de refaire surface, de sortir de cet état de... Ah oui, c'était la désespérance. Mon fils pensait que j'allais y rester d'ailleurs, parce que quand il arrivait à la maison, j'étais dans un état des fois de larmes,
Non, j'arrivais plus, quoi. J'arrivais plus à vivre. J'arrivais pas à vivre sans lui, en fait. On avait tellement vécu main dans la main. Traverser beaucoup d'épreuves ensemble. D'épreuves, et puis moi qui étais là en train encore de... Je venais tout juste de me sortir de ce cancer. Me retrouver seule, sans lui, là, enfin, c'est un statut, c'est affreux, quoi. Quand on me dit que je suis veuve, je trouvais ça moche, en plus. Ce mot, j'en ai même pas voulu sur ma carte d'identité. C'est mon nom d'usage, à Chintres. Je suis pas veuve à Chintres, c'est mon nom d'usage. Et je n'avais jamais envisagé ça. Jamais. Je pensais pas, je pensais qu'on allait... vieillir ensemble. Bien sûr. Voilà, et pas qu'il allait partir à l'âge de 61 ans en me laissant là, comme ça... Et à partir de quel moment tu as senti que voilà, tu sortais la tête de l'eau, est-ce qu'il y a eu quelque chose, un élément déclencheur? Est-ce que c'est venu avec le temps? C'est venu avec le temps. Il faut bien déjà une bonne année avant de se sentir un peu plus serein. Voilà. Je lui parlais tout le temps, même encore maintenant, ça m'arrive, mais... Oui, je crois que la période la plus difficile, c'était les 6 mois. Alors ça, c'est... bizarrement, j'avais l'impression que j'allais mieux au bout de 6 mois. Et 6 mois, ça a été Noël, ça a été... et puis, j'ai quand même enclenché aussi des trucs terribles derrière, parce que, quand Yves est parti, notre chien a flambé une maladie qu'il avait, et c'était notre gros loulou qu'on adorait, qui est parti 3 mois après lui. Et 3 mois après mon chien, j'ai perdu ma sœur. Donc j'ai cumulé et voilà. Il y avait eu le décès de maman avant. Avant maman, il y avait eu ma belle-mère. Donc en fait, sur l'espace de 1 an et demi, 2 ans, j'ai cumulé beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes. Ouais. Et là, beaucoup de deuil. Beaucoup de deuil. Il m'a fallu plus d'1 an. Je n'arrivais pas à sortir. J'arrivais pas à rentrer. Parce que rentrer, c'était ne plus le retrouver. Le plus dur, ça a été les 18 heures. Ouais, c'est les rituels, en fait, c'est ça, qui manquent. où vous retrouviez. Qui manquent beaucoup, où on se sent vide, on ne sait pas quoi faire de sa peau. On prend un livre et on le repose parce qu'on n'y arrive pas. On regarde une émission, mais ça ne nous intéresse plus. Il y a tout ça à récupérer petit à petit. Et il faut une bonne année avant de récupérer. Et voilà, et puis on s'habitue. On s'habitue, c'est ce que tout le monde dit. On finit par s'habituer, la vie reprend le dessus, quoi. Et qu'est-ce qui t'a porté là? C'est les enfants surtout, à ce moment-là? Bien sûr. Ouais. Oh, oui. Bien sûr, comme à chaque fois, parce que quand il a eu son accident, c'était nos enfants. Et puis, quand je me suis battue pour les cancers, c'était mes enfants. Il fallait que j'y arrive. C'était pas possible autrement. Et puis, tout l'amour qu'il me donne, c'est ça qui aide. Ouais, c'est ça qui aide bien. Puis on est vraiment une famille soudée, quoi. Soudée. Petit à petit, tu refais surface après le départ d'Yves. Et donc, concernant ton cancer du sein, donc tu fais toujours tes suivis? Alors, je fais mes suivis régulièrement. Septembre 2024, j'ai une petite anomalie sur la paroi thoracique, on va dire comme ça, droite, où il n'y a plus le sein. Au niveau de l'échographie, scanner? Non, c'est moi qui repère. C'est toi qui sens? Je repère une petite tache rose sur le sein, là où il y avait la première tumeur. Et malheureusement, on fait une échographie. Toujours pareil, le radiologue me dit ça ressemble pas à une récidive de cancer du sein, mais bon, on va pas en rester là, on va... Ouais, compte tenu de tes antécédents, on biopsie. Tout de suite, on y va. Et on fait une biopsie, et malheureusement, encore bingo, c'est une récidive. Donc, gros choc, parce que j'ai pas eu beaucoup de tranquillité, à peine 2 ans. Voilà. Et je consulte en urgence ma cancéro pour voir ce qu'on fait avec ça. Et là, on décide de me passer sous chimio orale. Et qui doit me protéger. Voilà. Là, on te fait quand même... Est-ce qu'à ce moment-là, on fait un examen qui permet de savoir si tu as des lésions ailleurs? Ou pas encore? Oui, effectivement. On me fait un TEP scan.
Et là, on découvre de nombreuses images anormales, donc au niveau du cavum, c'est un peu le sinus pour ceux qui ne sont pas dans le médical. J'en avais au niveau des amygdales, ça fixait au niveau des poumons, des sacro-iliaques. Enfin, un tableau qui n'était pas très encourageant. Je rappelle, le PET scan, c'est un examen c'est un scanner. Et en fait, avant les images, on injecte un produit à base de sucre qui permet en fait de fixer les cellules cancéreuses. Et donc, elles s'allument en fait quand les images sont faites. Voilà. Et puis, les radiologues émettent un doute parce que les images au niveau du crâne sont pas normalement associées à mon type de cancer. Donc là, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Alors, on pense peut-être à une récidive du Hodgkin. J'aurais eu une récidive de Hodgkin en même temps d'une récidive du cancer du sein. Il s'avérait que j'étais certainement un petit peu enrhumée quand j'ai fait le premier et que toutes les images au niveau de la tête n'étaient pas du tout métastatiques de mon cancer du sein et pas du tout du Hodgkin. Oui. Et par contre, celles au niveau des poumons et des sacro-iliaques, oui. Sont toujours là. Sont toujours là. D'accord. Alors, il y avait autre chose. En même temps que la découverte de mon cancer du sein, il m'a été découvert, à la suite de ce type d'examen, un cancer du rectum. D'accord. Pour lequel j'ai dû subir une dissection sous-muqueuse à Bordeaux. On m'en a débarrassé, maintenant il me faut un suivi à ce niveau-là. Et donc là, on décide de me passer sous une chimiothérapie orale, ça s'appelle le Verzenio, et qui est un traitement qui doit me permettre justement de contenir tout ça et de me stabiliser, et ça fonctionne. On fait l'examen 3 semaines après, effectivement. Les résultats sont plutôt bons. Et les résultats sont bons puisque tout a disparu. D'accord. J'ai quelques images au niveau du crâne encore, mais on sait très bien qu'elles vont partir. Il n'y a plus rien au niveau des sacro-iliaques. Ça rentre dans l'ordre et très très vite. Donc beaucoup d'espoir. Et je continue ce traitement. Au début, on le supporte bien et après, il rend vraiment malade. Donc on souffre de diarrhée, j'avais perdu le goût à plusieurs choses. Bon, pour moi, c'était compliqué de le prendre, mais bon, de toute façon, il fallait. Donc, je continue ce traitement. Et les prises de sang sont pas très rassurantes. Les marqueurs, c'est ça, les marqueurs, qui permettent de suivre un petit peu l'évolution de la maladie. Voilà. Et les marqueurs, au bout d'un certain temps, recommencent à grimper. Et malheureusement, on découvre récemment que je fais une récidive et que j'ai des métastases maintenant sur L2 et sur le foie. Donc L2, c'est la lombaire, la deuxième lombaire. C'est ça, la deuxième lombaire et sur le foie. D'accord. Alors on contacte un radiologue, on aimerait faire une biopsie de ce foie pour voir exactement ce qu'il en est. Mais la biopsie n'est pas possible, les images sont trop petites. Oui. On fait une IRM. Et à l'IRM, on voit que les images se développent. Donc on arrête tout, on arrête le Verzenio et on me propose à nouveau une chimio à l'hôpital. Par voie veineuse. Par voie veineuse. Et voilà, on me donne le Taxol, puisque c'est celui que j'ai le mieux supporté. Donc ça m'oblige à y aller toutes les semaines. Mais ça vaut le coup parce que je suis pas du tout malade avec. Oui, tu supportes bien. Je supporte bien. Tu perds pas tes cheveux. Alors je prends cette fois-ci. J'ai décidé de garder mes cheveux, enfin en tout cas d'essayer de les sauvegarder parce qu'avec le Taxol c'est possible. Oui. Donc on me propose un casque réfrigéré, une espèce de calotte glaciaire qu'on met sur la tête. C'est très sympathique. C'est très sympathique. Voilà, donc mais on s'habitue. Oui. Je pensais pas que j'allais m'habituer et je supporte. Alors je perds mes cheveux, ils se cassent, mais bon. Ils sont fragilisés quand même. Ils sont très fragilisés, mais j'en ai encore. Ça se voit pas. Voilà, ça se voit pas. Voilà. Non, tu es encore très belle. Merci. Merci. Et donc là, tu es toujours en cours de Taxol, toutes les semaines. Alors, je suis en cours de Taxol, mais les marqueurs grimpent. D'accord. Donc, il y a plus d'un mois, on discute de la conduite à tenir.
Je suis inquiète avec le Taxol parce qu'il n'est pas efficace à 100%. On me fait un TEP. Et les métastases du foie qui étaient là la fois précédente ont disparu, mais il y en a d'autres qui sont revenus. D'accord. Voilà. Donc j'en ai pas sur le reste du corps, mais c'est le foie qui est attaqué. Et donc il faut prendre des décisions. Le Taxol n'est visiblement pas le traitement qu'il me faut et pas suffisamment efficace. Donc là, voilà, tu es un petit peu en stand-by à l'heure d'aujourd'hui, de savoir à quelle sauce tu vas te manger. Voilà. Eh bien, j'ai 3 rendez-vous très importants et qu'il va falloir trouver quelque chose d'efficace. Et ça va être encore un combat. Un autre bataille qui continue. Je mène. Je gagne des petites batailles. J'ai pas encore gagné la guerre. C'est comme ça que je le dis. Et comment tu te sens avec ces nouvelles qui sont pas forcément très réjouissantes ? Est-ce que tu as peur ? Est-ce que tu appréhendes ? Est-ce que tu as confiance en la médecine ? Est-ce que tu as des doutes ? J'ai toujours peur sur le moment. Parce que, oui, je sais où ça peut mener. Hein. Je suis pas dans le déni. Mais je n'y pense pas, sérieusement. C'est-à-dire que... C'est dans un petit coin de la tête. Dans un petit coin de la tête, je sais que ça peut arriver. Malheureusement, il y en a qui décèdent de ce cancer et ça pourrait aussi m'arriver. Mais moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Les traitements se suivent et moi, j'y crois encore. Et j'ai un organisme qui supporte très bien, en plus. Malgré tout ce que tu as eu, déjà. Et je me dis qu'on va trouver le bon traitement qui va m'aider à m'en sortir. Voilà. Moi, j'y crois encore. C'est bien. Tu es toujours positive dans tout ça. Et tes enfants, comment ils voient ça, eux ? Est-ce que tu leur dis tout ? Est-ce que tu leur caches ? Non, ils savent tout. Ils sont au courant de tout. Eux, ils ont tellement vu leur mère, c'est un peu leur façon de voir les choses. Ils m'ont tellement vu me bagarrer que, à la limite, ils sont presque même plus inquiets pour moi. Ils sont persuadés que je vais y arriver. Et puis, ils ont une philosophie qu'on a peut-être aussi mis en place au fil du temps et avec toutes les épreuves qu'on a rencontrées, c'est que s'inquiéter, c'est souffrir 2 fois. Donc on s'inquiète pas, on vit. On continue à vivre et puis on verra bien. Et moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses maintenant. Je veux profiter du moment présent, je veux pas me projeter dans me dire dans 4 mois, je suis peut-être à l'hôpital avec des pertes dans tous les sens, où je vais pas être bien, ou... non, Tu vis au jour le jour. Je vis au jour le jour. Voilà. Okay. Je reste positive. Très bien. Voilà. Je marche. Je fais de l'exercice physique. Ouais, et puis j'ai tellement de projets dans ma vie que je me dis que ça me tient aussi, ça. Et mais justement, on va parler de ces projets. Tu te lances dans une autre carrière. C'est ça. Tardive, mais sûrement. Donc, Valérie est devenue une autrice. Alors, une auteure. Une auteure, pardon. Non, mais on dit les deux, mais mon éditeur m'appelle une auteure. Une auteure. Donc, parle-nous de ta nouvelle passion. Alors, pourquoi est-ce que tu en es venue à écrire des livres ? Alors, j'ai voulu écrire tout d'abord ma biographie, un petit peu sous la pression de ma fille qui me disait « Mais t'as eu un destin tellement compliqué, une vie... un peu hors norme. Un peu hors norme quand même. Tu devrais raconter tout ce qui t'est arrivé. » Et j'ai commencé, parce que effectivement, j'avais besoin de mettre des mots sur ma souffrance, sur le décès de ma maman, après le soutien à mon mari qui est parti comme ça en une nuit, ma sœur qui était une femme très aimante. Enfin bon, il y avait beaucoup de choses. J'ai commencé, mais après ça a été trop dur. Alors je me suis dit, pourquoi pas écrire un roman ? Je veux me servir de ce que j'ai vécu. Je vais le romancer et c'est comme ça que j'ai sorti mon premier livre. Je l'ai proposé à plusieurs éditeurs. Alors c'est une histoire d'amour, c'est une femme qui est en reconstruction après avoir perdu son mari. Ah, ça me rappelle quelque chose. Voilà. Et qui décide de continuer sa vie
qui en parle à ses enfants et à sa meilleure amie, et qui se lance dans une rencontre, des rencontres. Et voilà, ça va pas forcément se passer comme elle le pensait au départ. Chaque personnage a son lot de problèmes parce que c'est la vie, quoi. C'est la vie, oui. C'est la vie. C'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc ce premier bouquin s'appelle Nos âmes qui se cherchent. Donc c'est les éditions Le Lys Bleu. Voilà, donc vous pourrez retrouver toutes les informations à la fin de ce podcast. Valérie en a écrit un deuxième, qui est en cours d'édition. En cours d'édition. C'est en cours de travail. Et donc dans ce roman, tu nous parles un petit peu des aventures, justement avec certains hommes. Est-ce que toi, tu as, depuis le décès de Yves, est-ce que tu as pensé, est-ce que tu as fait quelques rencontres ou c'est encore difficile? Non, j'ai voulu le faire en accord avec mes enfants, j'en ai parlé. Je me voyais pas rester seule. Une femme qui a beaucoup donné, voilà, et qui a beaucoup reçu. Et mon mari me donnait beaucoup d'affection et c'est un petit peu un vide de se dire. Et puis autant avant. Quand on en parlait tous les deux, je me disais que moi, non, ça serait fini. Après lui, il n'y aurait personne d'autre. Avec le temps qui est passé, je me suis dit, pourquoi pas Pourquoi pas essayer de trouver un compagnon, partir en vacances, aller danser, un compagnon. C'était comme ça surtout, c'était de se dire, on n'est pas seul. Voilà, et... Alors, oui, j'ai entrepris des démarches. C'est pas toujours une réussite, on va dire ça comme ça avec un peu d'humour. J'ai commencé par les sites de rencontres, voilà. Donc j'ai eu quelques rendez-vous qui n'ont jamais été très loin. Et j'ai eu quelques rendez-vous, enfin pas beaucoup, j'en ai eu 2, qui m'ont emmené un peu plus loin. 2 hommes qui ont un petit peu compté dans ma vie. Mais pas longtemps, parce que je crois qu'on a tous nos souffrances. Alors, le premier qui a compté, on avait mis une petite routine d'une vie de couple ensemble, mais ça n'a pas fonctionné parce que moi, je voulais être une femme qui pouvait se déshabiller devant l'homme qu'elle aimait. Et ça n'était pas possible. Par rapport à ton corps, à toi? Oui. Ouais. Oui. Il avait beaucoup de mal. Il n'était pas très compréhensif à ce niveau-là. Il avait été d'ailleurs très blessant au début, alors qu'il savait. Voilà. Donc dans l'intimité, ça pouvait être compliqué. J'étais obligée de me cacher pour prendre ma douche. J'étais obligée de mettre quelque chose si je me montrais jamais nue devant lui. Oui, alors toi qui assumais totalement cette chirurgie et surtout Yves qui t'avait toujours soutenu et regardé là j'étais passée avant-après, c'est sûr que là je pense que ça en est même blessant. Ouais. Ça a été blessant, il m'a dit quelque chose de très blessant d'ailleurs, c'était beaucoup plus douloureux que de me faire retirer les 2 seins. C'est que je dirais qu'après notre 2e ou 3e nuit ensemble, je lui ai demandé comment il le vivait. Et il m'a dit, et ton mari ne t'a jamais dit que tu pouvais pas rester comme ça. Voilà. Et ça résume tout de ce qu'il était en fait. Moi, je ne me voyais pas me projeter avec un homme jusqu'à la fin de ma vie et à pas pouvoir être ce que je suis. C'est clair, ouais. Voilà. Surtout après ce que tu as vécu, après tout ça, je pense que là, il faut être avec des gens positifs, aimants, tendres. Tendre. Voilà. Valérie, je crois qu'on a fait beaucoup de chemin. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire pour conclure ce joli podcast? Eh bien, qu'il faut rester positif, qu'il faut prendre la vie comme elle est, ne surtout pas avoir de regrets. C'est un peu ma façon de voir les choses. C'est aussi pour ça que j'aimerais rencontrer quelqu'un de sérieux et qui sache m'apprécier comme je suis. Parce que
voilà, j'ai envie de vivre plein de choses encore, et que je pense que c'est encore possible, qu'il faut s'accrocher, faut aimer la vie. Moi, j'ai toujours aimé la vie, et moi, j'ai toujours vu le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. C'est souvent comme ça que j'ai fonctionné, même si j'ai eu des baisses de morale dans ma vie et je ne suis pas non plus une machine. Mais j'ai toujours vu ce qui allait, Le positif, quoi. le positif et pas le négatif. Mm. Et il faut continuer à voir le positif, il faut continuer à y croire, il faut continuer. Donc voilà, le 2e livre va sortir et je suis très heureuse. Le 3e est en cours. J'ai plein de projets. J'espère qu'un jour je rencontrerai quelqu'un. Aussi, je vais déjà me consacrer à cette bataille et puis on verra bien. Voilà. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi Lucie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note de 5 étoiles et à vous abonner à notre podcast. Votre soutien nous aide à continuer de partager ces histoires de femmes incroyables. Partagez également avec vos amis pour que notre communauté grandisse. Et abonnez-vous à notre page Instagram Capsule Event. À très bientôt pour un nouvel épisode.